Bonjour, je m'appelle Fatoumata Kébé et je suis astrophysicienne depuis bientôt 10 ans. Dans ce podcast, je vais vous parler de ce qui me passionne. L'espace, le ciel, les étoiles, mais je veux le faire depuis les territoires ultramarins. Dans cet épisode, je vais vous parler de 2 seules météorites trouvées sur les territoires ultramarins. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi si peu de ces roches y ont été découvertes. Et qui sait, on va peut-être contribuer à y remédier. Météorites, les chutes miraculeuses, 2e partie. Nous sommes en 1983 sur l'île de la Réunion. Le géologue Patrick Bachelery étudie une coulée volcanique sur le massif du Piton de la Fournaise sur la commune de Sainte-Rose. C'est là qu'il trouve par hasard une météorite qui sera bientôt baptisée la météorite de Sainte-Rose. Très vite, le fragment de roche venu de l'espace est envoyé à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle, pour être étudié en profondeur. L'analyse permet alors de mieux comprendre sa composition et son origine. Après cette phase d'étude et une exposition à Paris, la météorite retourne temporairement à La Réunion 35 ans plus tard. On est en 2018. Elle est alors montrée à la Cité du Volcan. Patrick Bachelery retrouve la pierre et déclare que c'est émouvant pour lui de la toucher à nouveau. Il dit aussi qu'il est bouleversé par son esthétique, qu'elle est belle avec des traits marqués. Il écrit qu'elle a une partie lisse, des combles, qu'on aperçoit les liquides cristallisés primitifs. Après cette exposition à La Réunion, la météorite de Sainte-Rose retourne au Muséum national d'histoire naturelle dans l'Hexagone où elle est encore. C'est intéressant d'ailleurs car quand Patrick Bachelery l'a découverte, elle pesait environ 430 grammes. Aujourd'hui, elle n'en pèse plus que 350. Une partie a été utilisée pour comprendre son origine, mais cette poussière d'étoiles disparaît aussi petit à petit du fait de l'érosion. Ces fossiles du système solaire primitif, qu'on pourrait croire éternels, ne le sont pas. Dans l'épisode précédent, je vous ai dit que sur les 92 météorites découvertes en France, 2 avaient été découvertes dans les Outre-mer. Avant celle de Sainte-Rose, il y a eu en effet celle de Nasira, trouvée en Nouvelle-Calédonie il y a près de 90 ans. Pour en savoir plus, j'ai un peu enquêté et j'ai retrouvé un vieil article du bulletin français de minéralogie du 15 juillet 1936. L'article a été rédigé par le minéralogiste et géologue Alfred Lacroix. Je vous lis ce qu'il écrit, vous allez voir, ces mots sont marqués d'un fort esprit colonial. L'indigène Poiroy, qui travaillait dans le col à 200 mètres environ de cette cascade, relate que son attention fut d'abord éveillée par un sifflement anormal au-dessus de sa tête. Il emportait son regard vers le ciel, il avait aperçu très haut, aussi haut que les nuages, dit-il, une boule noire qui, à cette distance, paraissait mesurer environ 30 cm de diamètre. Aujourd'hui, la météorite de Nasira se trouve aux États-Unis, dans l'inventaire des météorites du Smithsonian National Museum of Natural History, un musée national d'histoire naturelle à Washington. Comment s'est-elle retrouvée là-bas ? Je l'ignore. Ces 2 exemples de météorites trouvés à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie au XXe siècle montrent le caractère exceptionnel des chutes, mais peut-être aussi, et surtout, des découvertes de météorites dans les territoires ultramarins. Les analyses de la météorite de Sainte-Rose, trouvée à La Réunion en 1983, ont montré que sa chute aurait eu lieu au début du XIXe siècle, soit presque 140 ans avant sa découverte. Pourquoi a-t-on mis si longtemps à la découvrir ? Tout d'abord, il faut se rappeler qu'environ 71% de la surface terrestre est recouverte d'eau. Ce qui signifie que de nombreuses météorites finissent plutôt dans les océans, où elles sont pratiquement impossibles à retrouver. Sur les terres émergées, la végétation dense, les déserts, les montagnes, les zones urbaines, agricoles, les régions habitées ou pas, tout cela joue dans la capacité de notre espèce à repérer un objet céleste et à le retrouver. Si tant est que cet objet céleste survive à son arrivée sur notre planète, car il peut aussi se détruire au contact de l'atmosphère. Prenons l'exemple du sud du Maroc où un peu plus de 2000 météorites ont été retrouvées à ce jour. Cette région est constituée de grands déserts plats et à la surface claire. Cette clarté n'est pas un détail, car elle facilite la détection des météorites, qui sont généralement sombres et ressortent donc bien.
Ajoutez que le climat sec du Sahara marocain permet une excellente conservation des météorites, ce qui est bien moins le cas dans des régions humides ou végétalisées, ou celles régulièrement arrosées par des pluies. Est-ce que vous me voyez venir ? Nombre de territoires ultramarins ont justement un climat tropical humide, sont des îles, ont des côtes soumises au changement climatique et comptent sur un même territoire, du fait de leur géographie, plein de microclimats. De la Réunion à la Nouvelle-Calédonie en passant par la Polynésie française, la diversité des climats et des reliefs ne favorise donc pas la découverte de météorites. Elles peuvent se cacher dans des forêts luxuriantes ou avoir été endommagées par l'humidité constante. Si une météorite tombe en Guyane dans la forêt, quelle chance a-t-elle d'être découverte ? Si une météorite tombe sur les terres australes et antarctiques françaises, qui s'étendent sur 7700 km² et où 400 personnes résident en alternance, quelle probabilité a-t-elle d'être détectée ? Dans ces conditions, trouver une météorite revient à chercher une aiguille dans une boîte de foin. En tant qu'astrophysicienne spécialisée dans l'étude des débris spatiaux, je passe mes journées à suivre des objets créés par l'activité humaine qui sont dans l'espace. Ces débris spatiaux sont les témoins de notre capacité à polluer partout où nous serons. Ils représentent l'aspect négatif de notre présence dans le cosmos. Je crois que c'est pour cela que les météorites m'émeuvent. Elles sont naturelles. D'ailleurs, je trouve que les chutes de météorites sont comme des messages. Elles nous rappellent avec force que l'espace ne nous appartient pas, et surtout qu'il est un domaine complexe et non maîtrisable pour notre espèce. Bien avant nos satellites, bien avant nos radars et nos fusées, des pierres venant du système solaire frappaient déjà notre planète. Contrairement aux débris spatiaux que nous laissons derrière nous, les météorites portent en elles l'histoire primordiale de l'univers. Elles sont des débris naturels, mais en aucun cas des déchets. Ce sont des archives. Leurs impacts, parfois destructeurs, sont aussi des invitations à l'humilité. En étudiant ces chutes, nous apprenons autant sur le passé lointain de notre système solaire que sur notre responsabilité à préserver l'équilibre fragile entre terre et ciel. Voilà pourquoi j'aimerais bien que cet épisode soit une invitation à ce que l'on soit toutes et tous plus attentifs. Les territoires ultramarins, pour la plupart, ont un point commun. L'existence de plein de sentiers de randonnée, au cœur de forêts luxuriantes ou autour de volcans. Vous l'avez compris, ce serait un sacré coup de chance si un jour vous trouviez une météorite sur votre chemin, dans un champ, sur une plage ou au détour d'un chemin. Mais qui sait ? Tout d'abord, comment reconnaître si cette roche est une météorite ou pas ? La première chose à regarder est la surface de la roche. Si c'est une météorite, cette partie de la roche s'appelle croûte en fusion. Ce nom vient du fait que lors de la traversée de l'atmosphère à laquelle elle va survivre, la surface de la météorite fond à cause d'un intense frottement et se solidifie rapidement en une fine couche vitreuse, souvent noire. Attention, certaines météorites peuvent avoir une couleur rouille pour différentes raisons, notamment la quantité de fer qu'elles contiennent. Cet élément s'oxyde au contact de l'oxygène et de l'humidité de l'air. Selon le taux de fer et l'humidité ambiante, l'oxydation, et donc l'apparition de la rouille, ne se fera pas selon la même évolution. Vous pourrez aussi voir de fines lignes sur la croûte de fusion. Elles indiquent la direction dans laquelle s'est effectué l'écoulement du matériau fondu pendant la traversée atmosphérique. Tout cela constitue des indices, car à l'œil nu, il n'y a pas de technique infaillible pour repérer une météorite. Il vous faudra ensuite, si vous avez un doute, faire appel à des experts qui pourront l'analyser dans un laboratoire et confirmer sa nature. Le Muséum national d'histoire naturelle est d'ailleurs submergé de demandes et annonce sur son site que ces experts ne pourront répondre qu'aux pistes les plus prometteuses et les mieux documentées. Ce qui m'amène à une précision importante. Si vous trouvez une pierre qui ressemble à une météorite, n'oubliez pas de prendre en note un maximum d'informations. Si c'est possible, je vous conseille de ne pas la toucher, ni la déplacer, et encore moins à main nue. Aidez-vous d'une feuille d'aluminium ou de gants en latex. Notez aussi la date, l'heure et l'emplacement exact de l'endroit où vous l'avez trouvée et prenez-la en photo, beaucoup de photos. Cela permettra notamment aux scientifiques de voir si la roche présente suffisamment d'indices pour confirmer sa nature météoritique. Mais trouver une météorite pose aussi d'autres questions. En êtes-vous le propriétaire ? Pouvez-vous la garder chez vous, voire la vendre ? En France, selon l'article 552 du Code civil, la propriété du sol
emporte la propriété du dessus et du dessous. Cela veut dire que si une météorite est trouvée sur un terrain privé, elle appartient, en principe, au propriétaire du terrain, même si elle a été découverte par une autre personne. Cependant, si la météorite est trouvée sur un terrain public ou sans propriétaire identifiable, la situation est plus complexe. Dans ce cas, la météorite pourrait être considérée comme un bien sans maître et pourrait revenir à l'État ou à la collectivité territoriale concernée. On conseille donc de déclarer une éventuelle découverte de météorites aux autorités locales, la mairie par exemple. Voilà pour la théorie. Je n'ai jamais trouvé de météorite, mais bien sûr j'aimerais beaucoup. Si cela m'arrivait, je pense qu'avant toute chose, je serais envoyée d'un trouble devant un objet si rare venu du cosmos. J'espère que je pourrai prendre le temps de vivre ce moment exceptionnel. Puis comme je vous l'ai recommandé, je sortirai mon téléphone pour prendre des centaines de photos de la roche sous tous les angles possibles. Ensuite, la scientifique en moi se poserait 1001 questions. D'où vient cette roche? De la ceinture principale d'astéroïdes? De la Lune, de Mars ou d'encore plus loin? Si les trésors du ciel finissent parfois leur course folle sur notre Terre, vous avez plus de probabilité d'observer une pluie d'étoiles filantes que de trouver une météorite. Même si, après cette petite formation express à la détection, nous allons peut-être augmenter un peu les chances de découverte. Alors, durant vos prochaines promenades diurnes et nocturnes, gardez les yeux grands ouverts. Dans le prochain épisode, nous verrons l'impact de la Lune sur les marées, ou quand la mer danse avec les astres. Vous venez d'écouter Sous des cieux d'outre-mer, une coproduction Initial Studio et Outre-mer La Première. Ce podcast a été écrit par Fatoumata Kébé. La réalisation et la musique sont signées Théo Boulanger.